En fait, quand le bénéfice d'un traitement particulier n'est pas établi, comment même justifier qu'on puisse le proposer, même sur la base qu'a priori ce traitement ne devrait pas induire d'effets secondaires, d'effets indésirables. En effet, comment sait-on que ce traitement, d'effet incertain, ne fera pas plus de tort que de bien? Lorsqu'on étudie un médicament, on passe par plusieurs phases dans le développement du médicament. Et les premières phases permettent notamment d'explorer la possibilité d'une toxicité importante et oui, inacceptable pour le bénéfice escompté. Lors des phases de test du médicament, à grande échelle, on s'occupera toujours de la toxicité possible, mais c'est surtout une évaluation de l'effet du médicament sur le problème médical auquel on s'intéressera. Alors, la plupart des études cliniques n'ont en effet pas la puissance requise pour évaluer les effets secondaires plus rares du traitement testé. Cela nécessiterait en effet des études plus grandes, plus longues et plus chères. En réalité, les effets indésirables rares sont évalués après la mise sur le marché d'un médicament, pendant la phase de surveillance, dite phase 4 du développement du médicament et qui durera parfois de nombreuses années. Lorsqu'on n'est même pas sûr de l'efficacité d'un traitement, on en saura donc probablement encore moins sur ses effets indésirables. Je peux reprendre ici l'exemple célèbre du Dr Spock, qui est un pédiatre américain qui, dans les années 50 du XXe siècle, conseillait aux parents de faire dormir leur bébé sur le ventre. Parce que, dans mon expérience, disait-il, ils ont moins de chances d'inhaler s'ils vomissent en dormant. Ce n'est que plusieurs dizaines d'années plus tard, et après une trop longue épidémie de mort subite du nourrisson, et après avoir montré que les nourrissons en fait avaient plus de risques de mourir lorsqu'ils dormaient sur le ventre, qu'on a enfin pu diminuer drastiquement le risque de mort subite du nourrisson en donnant aux parents le conseil de faire dormir leur enfant cette fois sur le dos, avec cette fois de bonnes raisons épidémiologiques, à l'inverse du conseil d'experts du Dr Spock. Les bébés doivent être mis sur le dos quand ils dorment et pas sur le ventre. Nous devons nous méfier en fait de toute intervention paraissant attractive mais qui n'a pas montré de bénéfice parce que cela signifie aussi qu'il est probable que l'on ne connaisse pas ses effets indésirables et que donc on ne connaisse pas le mal qu'on pourrait faire. Alors, un des gros problèmes que nous rencontrons dans notre métier est d'ailleurs que bien des traitements que nous proposons aujourd'hui datent d'un temps où la méthodologie de la recherche clinique était encore peu développée. Et il est donc probable que pas mal d'attitudes thérapeutiques seraient différentes si les mêmes études étaient refaites correctement aujourd'hui. Bon, vous avez déjà compris que c'était pas simple. Eh bien, en effet, malheureusement, pour une série de raisons, il est rare que des habitudes de longue date soient réévaluées. Il faudrait, par exemple, qu'un doute existe chez une partie des experts quant à la pertinence du traitement actuel pour imaginer même remettre en cause ce traitement avec une étude clinique défiant la pratique actuelle. D'expérience, je peux vous dire que le doute n'est pas monnaie courante, notamment dans les cercles académiques où il devrait au contraire être cultivé. Ensuite, il faut que l'on se donne les moyens de faire changer la pratique, c'est-à-dire que les résultats de l'étude soient à ce point convaincants que cette fois tous les experts n'auront alors d'autre choix que de se plier aux conclusions de l'étude. Cela signifie produire de grosses études, chères et avec une méthodologie impeccable, y compris d'un point de vue éthique. En pratique, c'est difficile. Mais quand on y arrive, ces études ont un impact majeur. Alors on peut noter des études comme l'étude CRASH qui a montré il y a quelques années que les corticoïdes après un traumatisme crânien augmentaient la mortalité, contrairement à ce que l'on croyait jusque-là sur base de petites études et d'études observationnelles. L'étude CRASH a montré en effet, a fait changer la pratique qui était jusque-là de donner des corticoïdes lors d'un traumatisme crânien. Alors plus récemment, l'étude sur l'allergie aux cacahuètes qui a montré que contrairement à ce qu'on a dit pendant 30 ans, sur base d'études de mauvaise qualité et simplement d'hypothèses, qui a montré donc que le retard dans l'introduction d'un aliment à potentiel allergisant ne réduisait pas le risque d'allergie à cet aliment, mais au contraire l'augmentait. En réalité, chaque fois qu'on n'a pas de raison d'être sûr de l'utilité et de l'innocuité d'un traitement, on devrait suggérer que ce traitement soit mis à l'épreuve dans un protocole de recherche. Et c'est le travail des centres universitaires qui doivent donc avoir accès à cette
capacité financière et humaine, bien sûr, de développer de telles études. Malheureusement, la formation médicale à l'université ne nous donne pas les bases nécessaires pour écrire des protocoles et conduire une recherche clinique, sans même mentionner le temps qui manque pour s'intéresser à ce sujet. Alors, bien entendu, cela veut dire que l'on laisse à d'autres, plus compétents, mais avec un agenda peut-être différent, le loisir de produire la science que nous, les médecins, allons employer pour traiter nos patients. Alors là où j'ai fait mes études, par exemple, il n'existait qu'une cellule de recherche sous-financée, avec un employé temps plein, mais en congé de maladie de longue durée. Le comité d'éthique lui était dominé par les avis du directeur médical de l'établissement, rôle qu'il avait d'ailleurs en main depuis de nombreuses années, et ce comité d'éthique n'avait aucun caractère indépendant avant que finalement on le supprime complètement. La recherche clinique n'était clairement pas une priorité dans ce centre académique, et c'est malheureux. Dans ce genre d'environnement, on comprendra aussi que mettre en cause des habitudes basées sur peu de preuves, mais ancrées dans la culture locale, relève du suicide professionnel. Alors le corollaire de cet état de choses est bien évidemment que nous pouvons être de bons techniciens et aussi ne pas comprendre la justification de nos gestes quotidiens. Dans ce domaine, vous allez le voir, l'évolution de la médecine n'est pas particulièrement rassurante.